bonjour à tous et à toutes. Sandra Bertrand, je suis référente parcours de formation à Transition Pro-Bretagne. Voilà, et dans nos fonctions, on est amené à vous côtoyer, vous les organismes de formation, sur des thématiques particulières et puis aussi en termes de suivi de stagiaires éventuellement. Enfin voilà, hein, donc on est là aujourd'hui pour vous donner quelques informations, webinaires qu'on a l'habitude de faire environ 2 fois par an. Karim, je te laisse la parole. Bonjour, donc Karim Gemal, même chose que Sandra. Donc voilà, je suis référent parcours. Donc voilà, notre rôle, hein, comme le disait Sandra, c'est qu'on est facilitateur un petit peu pour vous. Et puis voilà, on fait aussi du suivi, bien sûr, des dossiers financés. Aujourd'hui, notre présentation, donc c'est voilà, un peu format webinaire avec une fonction micro, bien sûr, qui n'est pas activée pour vous. Donc vous avez possibilité de poser vos questions et je vous invite, bien sûr, à le faire sur la partie conversation. Et puis on essaiera de prendre systématiquement sur chaque partie un temps pour balayer un petit peu vos questionnements et puis y répondre. Donc, bien sûr, le webinaire, il sera enregistré, il sera disponible du coup sur notre chaîne YouTube si jamais vous n'avez pas l'opportunité de rester jusqu'à la fin. Voilà. Euh, très rapidement, le sommaire, voilà, Sommaire. on va vous proposer du coup un petit retour sur 2023 avec voilà, quelques statistiques, quelques chiffres, quelques éclairages qui vous permettent d'avoir une petite idée un peu de ce qui s'est passé et puis qui peuvent aussi un peu éclairer l'après. On va faire un petit focus sur la formation à distance du coup parce que ça occasionne beaucoup de questionnements en fait de la part des organismes de formation avec qui on travaille. Donc voilà, on pourrait repréciser un petit peu le cadre du coup et les attentes qu'on pourrait avoir nous sur ces modalités. On a quelques informations sur l'administration des comptes Athénet. Donc, Athénet, pour rappel, hein, c'est la plateforme qui vous permet de compléter les demandes de prise en charge Mm. et qui vous permet aussi de suivre les dossiers. Donc, voilà, il y a quelques petits aménagements qui vont avoir lieu. Donc, on voulait vous préciser ça parce que ça peut avoir un impact dans votre usage et au quotidien et pour la facturation. Donc, important. Quelques points après sur lesquels nos attentes un peu sur des dossiers, notamment de PTP. Quelques points d'actualité, donc là on ne fait pas trop de teasing du coup, mais voilà des nouveautés. Et puis là, logiquement, devrait, voilà, 1h15, on s'est laissé une petite marge de manœuvre pour 11h30, mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter via la partie conversation. Je te laisse, Sandra, Oui, sur les chiffres. tout à fait. Alors, je vais avancer. Je peux avancer, moi, il n'y a pas de souci. Donc, sur le projet de transition professionnelle. On vous a fait un récapitulatif là à fin août 2023, sachant que les chiffres 2023 entiers sont pas évidemment pas finis, hein, puisqu'il y a encore une commission au mois de décembre. Aujourd'hui, on est à un taux d'acceptation à 69% à fin août et j'ai demandé hier, après la commission de décembre, on est à 71% de taux d'acceptation des dossiers. Voilà, ce qui est plus élevé bien sûr que l'année dernière, hein. On était à 68% en 2022. On a toujours une répartition hommes-femmes à peu près équivalente, hein, qui d'une année à l'autre varie de quelques points, hein, c'est vraiment pas significatif. Et on a toujours une majorité de demandes et de gens financés sur les tranches d'âge 30-39 ans, 40-49, hein. Sachant que la proportion de 50 et plus a augmenté, enfin augmente régulièrement, voilà, depuis quelques années. Voilà. Voilà en gros le panorama des dossiers de transition professionnelle. Euh, alors, pour le profil, concernant le profil des bénéficiaires, on a toujours une majorité de personnes de la CSP employées, hein, et ouvriers, avec quand même une représentation qui est équivalente, hein, d'année en année au niveau des cadres, hein, des publics cadres. On est sur un pourcentage aussi de la même teneur, on va dire, sur les dossiers
concernant des personnes qui ont des problématiques de santé, soit qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, soit qui ont une aptitude reconnue. Pour mémoire, hein, on a une priorité sur ce public-là, une priorité nationale, hein, déterminée par France Compétences, les salariés en voie d'inaptitude, hein. Donc, vraiment, ça fait partie de nos publics prioritaires, tout comme les CSP les CSP, donc catégorie employé ouvrier et niveau CAP ou équivalent, hein. Ce qu'on peut constater en bas de la diapositive, c'est que on a toujours cet effet de vague qu'on a schématisé avec des petites flèches. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un tiers, un tiers. Alors, il y a une petite augmentation en fait par rapport au maintien du niveau de diplôme, hein. Ça, c'est les projets visés par les personnes, le niveau de qualification qu'elles visent quand elles font une demande de PTP. On a une augmentation là, des personnes qui restent sur le même niveau de diplôme et on a un petit peu baissé par rapport aux autres années sur la hausse du niveau de diplôme. Donc, on voit bien qu'on est sur une problématique non pas d'augmenter le niveau de diplôme et d'augmenter voilà, sa qualification, mais plutôt sur une problématique de reconversion parce qu'on est sur des métiers visés, on va le voir après, je vais le détailler, sur des métiers visés pour lesquels le niveau de diplôme pour accéder au métier est souvent inférieur à ce que les personnes ont déjà, hein. Donc, comme le montre le schéma à côté, là, par rapport au niveau initial, hein, des demandes. Donc voilà, ça a été quelque chose qu'on avait déjà constaté l'année dernière. Par rapport ensuite alors, on vous a mis un extrait là des principales formations financées, sachant qu'on est quand même, la totalité des plus de 1000 dossiers qu'on a, dans l'année en général, elles se répartissent, elles se ventilent sur plusieurs certifications. Là, on est à fin août sur 191, hein, certifications, examinées, sachant qu'il y a 38 des projets qui se focalisent sur 10 certifications. Et puis 44 des projets qui visent un métier porteur. Alors, on a une liste, nous, de métiers porteurs, hein, qui a été déterminée par notre conseil d'administration et que vous retrouverez bien sur notre site internet, hein, transitionpro-bretagne.fr. Donc, en fait, on voit là dans la répartition, parce que je ne vais pas détailler tous les intitulés de formation, mais bon, voilà, on retrouve toujours le conducteur du transport routier marchandises supporteur qui arrive en premier, talonné derrière par les aides-soignants, les projets aides-soignants, sachant que voilà, le top 3 des domaines de formation, bah, chez nous, c'est le transport, la santé, secrétariat bureautique. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de surprise par rapport aux autres années, hein, sur les principales formations financées. On voulait vous les repréciser ici. Quelques chiffres aussi par rapport aux durées, et puis j'aborderai après les coûts ensuite derrière. On a une durée moyenne pour un dossier financé de 945 heures avec, à l'intérieur de ces 945 heures, 624 heures d'enseignement théorique, 270 heures en moyenne, hein, de période, d'application en entreprise et environ, 5 soit 40 heures de formation à distance. Donc, voilà, on va dire, c'est un chiffre qui se maintient d'une année à l'autre, hein. En fait, on a quand même regardé à l'intérieur de ces chiffres, les dossiers avec de la formation à distance. Donc, voilà, on en a à peu près 80 là sur, ceux qui ont été financés avec de la formation à distance synchrone sur 136 heures en moyenne et 89 pardon, avec, de la formation asynchrone à 198 heures en moyenne. Voilà en gros pour les durées. Au niveau des coûts. Alors au niveau des coûts, parce que c'est intéressant pour vous, vous avez cette notion-là aussi, et on a fait apparaître 2 données intéressantes qui est le coût pédagogique moyen, en termes d'heures, hein, qui est à 13 € de l'heure. Et il ne faut pas oublier que le financement du projet de transition professionnelle, nous concernant, il est lié au fait aussi à la prise en charge du salaire, hein, ce que souvent les organismes de formation oublient parfois.
C'est qu'au-delà du coût pédagogique qu'on peut être amené à financer, on va aussi rembourser le salaire à l'employeur si la personne est en CDI ou le prendre directement en charge et le payer auprès du bénéficiaire si la personne était en CDD, intérim ou intermittent du spectacle. Donc, on est en moyenne sur voilà, à peu près 30 000 euros de coût de dossier, hein. Euh, et au-delà de ce qui est attendu par nous, hein, au niveau des attendus, hein, on devrait être à 29 000, moins de 30 000, on devrait être à 29 000. Ça paraît pas beaucoup, cette différence, mais c'est une moyenne et bien sûr, ça se ventile, hein, ça se répartit. Alors, on est sur un coût pédagogique moyen à 8 000 euros, ce qui est pas voilà, excessif avec 13 euros de l'heure. Voilà, ça correspond à la moyenne, hein. Je pense que sur d'autres régions de transition pro, le coût pédagogique et le coût horaire moyen est beaucoup plus élevé. Donc, et en termes de moyenne, en rémunération, on est à environ à 22 000 euros, sachant que vous voyez bien, on est à 2 tiers de rémunération, 1 tiers de coût pédagogique par dossier, avec un petit pourcentage de frais annexes, hein. Donc, voilà. Euh, voilà en gros pour les coûts. Peut-être juste, Vas-y, Sandra, pour Karine. préciser les Mhm. choses, c'est que comme vous imaginez bien, on est très vigilant et puis très exigeant en fait sur cette notion de coût et durée parce que ça a un impact important en fait sur le nombre de dossiers qu'on peut traiter. Et forcément, en fait, plus le coût du dossier moyen est important, moins on peut financer de dossiers. Donc, on est très vigilant du coup à l'envolée en fait de cette durée parce que ça a un impact direct sur le coût. Et bien sûr, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de comparer en fait sur une même certification visée. euh, le coût du Mm. dossier et c'est vrai que c'est un élément qui peut être aujourd'hui un- un- une donnée, savoir est-ce que on finance sur des certifications équivalentes la durée la plus longue ou la durée plutôt moyenne en fait. Donc c'est un vrai aujourd'hui arbitrage en commission et il se pose parfois vraiment la question et l'idée toujours est de favoriser aussi qu'on puisse financer le plus possible de projets de salariés. Voilà, simplement pour compléter les propos. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que des fois, il nous arrive de vous recontacter sur certains dossiers pour comprendre pourquoi tel volume est supérieur à ce qui est habituellement pratiqué. Alors voilà, après, il y a des explications de changement de référentiel, des explications de changement de modalité d'organisation de la formation. Donc voilà, ça explique pourquoi on va être vigilant sur ces aspects-là et pourquoi on peut vous demander des informations complémentaires avant le passage en commission du dossier, parce que ça peut avoir des fois son importance. Puis c'est une question aussi de posture aussi de la commission paritaire, à un moment, bah voilà, d'avoir ce regard-là de vigilance sur les coûts parce que ben, on est aussi attendu, nous, sur la maîtrise des coûts au niveau des dossiers, je dirais, sur nos instances aussi de surveillance. Donc voilà, ça explique pourquoi on peut vous solliciter sur certains dossiers ou on Et peut aussi. Pardon, vas-y, oui. non, non, vas-y, je te laisse finir. Non, bah, du coup, vas-y, parce que Je j'ai perdu voulais ma du coup phrase. simplement dire du coup que on a le nez nous souvent quand même sur le rétroviseur, c'est-à-dire que on n'a que les éléments statistiques des éléments des années précédentes et ou enfin de ce qui s'est passé avant. Donc si jamais vous avez une connaissance que voilà un référentiel qui a évolué, ou un volume horaire qui a pu changer en fait des coûts pédagogiques qui ont augmenté ou enfin qui ont changé de toute façon, que ce soit en positif ou en négatif. Il ne faut pas hésiter à nous tenir au courant en fait parce que ça peut aussi nous éclairer en fait la commission qui va forcément avoir ces éléments statistiques en, à vue en fait, en vue pendant la commission, ce qui fait que euh, ça peut poser question en fait, que ce soit en plus ou en moins en fait. De toute façon, ça pose toujours question en fait quand il y a des écarts. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant en fait quand il y a des évolutions comme ça de durée. Oui, tout à fait. Donc, je vois qu'il y a une question, je vais juste y répondre parce que ça, pour mémoire, le plafond pour prendre en charge la rémunération à 100%, c'est qu'il faut que le salaire soit inférieur à 2 fois le SMIC.
Donc, à partir du moment où il est inférieur à 2 fois le SMIC en brut, on va le prendre en charge à 100% et il tombe à 90% au-delà, hein, et voire plus quand on est à plus de 3 fois, si mes souvenirs sont bons. Mais en fait, 95% des dossiers, des demandes qui sont acceptées sont inférieures à 2 fois le SMIC, hein. On est plutôt sur cette proportion-là. Alors, je continue. Là, on voulait vous montrer ça parce que c'est vrai que bien souvent, on entend des retours de bénéficiaires ou, voilà, qui nous disent, bah non, on m'a dit que c'était pas la peine parce que j'avais un niveau d'études supérieures et que bah, je ne serais pas prioritaire auprès de Transition Pro Bretagne. Juste pour vous redire, voilà, le taux d'accord, tout confondu, il est à 69% et je viens de vous le dire tout à l'heure, à 71% à fin novembre. Dans ces 69% se ventilent les différents niveaux initial de formation des personnes et on voit bien qu'on est quand même à 60% des gens qui ont un bac plus 3 et plus qui peuvent être acceptés par nous. Donc, et ça, c'est peut-être une surprise pour certains. L'idée, il n'y a pas de censure à avoir au niveau des projets et des niveaux d'études des personnes. Toutes les demandes de projets de transition professionnelle, à partir du moment où la personne elle a les critères, enfin les critères, pardon, les conditions pour y accéder et que voilà, elle veut faire une demande, il n'y a pas de censure à avoir par rapport à son niveau de diplôme. De toute façon, voilà, c'est pas ça qui va, voyez, c'est pas ça qui va freiner un financement de dossier. En tout cas, cette année, ça ne l'a pas freiné. Après, on ne peut pas garantir pour 2024, mais c'est intéressant et c'est important que vous ayez cette notion-là en tête, c'est que l'éventail des personnes financées laisse sur tous les niveaux de diplôme initiaux à la base, hein. Donc, ça là-dessus, on voulait communiquer positivement avec vous à ce sujet. Voilà pour les taux d'accord. Et Peut-être je vais laisser. Ouais, pour vas-y, compléter du Karim. coup là-dessus, on pourrait redire que par exemple sur je pense que sur les 6 derniers mois en fait, il n'y a eu aucun refus budgétaire par exemple. Mm, Que, simplement les dossiers qui ont été refusés, c'était pour des histoires de cohérence du projet ou euh, perspectives d'emploi qui n'étaient pas bien étudiées. Donc c'était vraiment lié au projet et pas lié au niveau de priorité des personnes en fait. voilà. Mm, Ce qui fait que ça, ça pose question aussi sur parfois les freins que peuvent se mettre les salariés euh, en se disant bah, ce dispositif-là, il n'est pas fait pour moi parce que j'ai un niveau de diplôme trop élevé. Euh, je pense qu'il faut sortir en fait cette idée-là de la tête parce que il y a une vraie chance quand même pour ces personnes-là et on le voit, nous, on l'a vu cet été en fait avec beaucoup beaucoup de dossiers en fait de niveau supérieur qui ont été financés. Et, donc ne pas se freiner et n'hésitez pas à la limite à prendre contact avec nous aussi pour évoquer des sujets, des projets en fait comme ça sur lesquels on pourrait peut-être voilà apporter nous un éclairage sur bah, voilà est-ce qu'on l'a déjà financé, et comment on l'a financé quoi. mm, tout à fait. Euh, alors, bah, je vais te laisser la parole du coup, Karim, sur. Merci. Comme vous le savez, nous on a une collègue qui est spécialisée sur les statistiques et sur l'Observatoire des transitions professionnelles. Et ça a du sens aussi pour nous en tant que financeurs de vérifier en fait voilà, le parcours après des, des personnes financées. Donc on est super content nous de voir que bah, ce taux de transformation, en fait, de transition réalisée, il augmente d'année en année. Et aujourd'hui, on est, vous voyez, à 71% des transitions réalisées et en cours à 22%. Donc, c'est un taux qui est en plus, on n'est pas peu fier de le dire, du coup, supérieur un peu à ce que peuvent avoir comme dans d'autres régions. Donc, ce qui est intéressant après, c'est aussi d'essayer de se poser la question du pourquoi et d'analyser un petit peu pourquoi on est sur ce taux-là. Et donc après, on se dit, nous, que l'exigence qu'on a sur la cohérence des projets, sur euh, peut-être que les personnes les aient fait en amont des enquêtes, des immersions, qu'elles aient identifié les employeurs
et qu'on leur demande, nous, de justifier en fait ça sur leur demande de prise en charge, que ça a un impact derrière sur la transformation des projets, en fait. Donc, ce taux de transformation-là, bien sûr, il est variable d'une formation à une autre parce que il y a aussi le, quand on regarde en fait les taux de transformation, par exemple sur aide-soignant, on est à 90% en fait des projets qui sont transformés, alors que sur d'autres projets, par exemple développeur web, on est plutôt autour de 30-34%. 40% peut-être, ouais, 40%. Mais sur un taux qui est beaucoup plus faible, mais après qui s'explique aussi par rapport au niveau de formation parfois et parfois par rapport aux attentes des employeurs. Donc aujourd'hui, nous, on essaye vraiment de vérifier en fait que l'insertion, elle est à un niveau significatif. Et un niveau significatif, on va dire, c'est plus de 50%, quoi. Et j'ai envie de dire même plus de 60%, en fait, c'est un niveau significatif. Quand c'est en dessous, c'est vrai que ça nous pose question. Quand il y a moins de la moitié des gens en fait qui transforment un an après, ça pose question et la commission, ça peut aussi interroger sur le pourquoi cette formation-là ne permet pas de transformer. Est-ce que c'est une histoire de projet, de démarche du coup qui n'a pas été réalisé en amont, ou est-ce que c'est un problème un peu plus profond avec un profil qui n'est pas adapté parce que les attentes des employeurs, c'est d'autres certifications, d'autres niveaux, d'autres compétences. Juste pour compléter, j'ai une petite question. Dans la conversation sur le passage par un CEP en amont est-il un atout pour obtenir la prise en charge? Oui, Oui. en fait, quand on regarde les stats, en fait, on a un écart de plus de 10 points entre les personnes qui ont été accompagnées et les personnes qui n'ont pas été accompagnées. Et c'est pas lié du coup à une priorité qui serait supérieure parce que ils ont été voir un CEP. C'est pas du tout une priorité en fait, hein, d'aller voir un CEP. Par contre, on voit derrière que les projets sont plus cohérents, plus vérifiés, plus travaillés, que les perspectives d'emploi sont aussi mieux étudiées. Donc forcément, nous, on a très peu de projets accompagnés par des CEP qui sont refusés parce que problème de cohérence ou de travail sur les perspectives d'emploi. Et puis juste pour rappel, lorsque la personne est accompagnée avec un conseiller en évolution professionnelle, elle a accès à une convention pour faire une période de mise en situation en milieu professionnel, une période d'observation du métier, du nouveau métier. Et ça, franchement, on le préconise nous et on le recommande fortement pour que, notamment dans les métiers qui n'ont rien à voir avec ce que fait la personne aujourd'hui, elle puisse aller vérifier que, voilà, elle a choisi le métier qui lui correspondrait au maximum, quoi. Mm. Je vois qu'il y a une question sur les critères de correspondance et les points obtenus pour apprécier un dossier. Donc après, c'est vrai que c'est un peu de la sémantique, mais on va distinguer, nous, les critères et les priorités. Les critères, c'est vraiment la cohérence du projet, le parcours de formation choisi et les perspectives d'emploi. Ça, c'est les trois vraiment critères sur lesquels le premier prisme en fait par lequel voilà regarde la commission pour apprécier les projets. Et ensuite, un niveau de budget qui suffit en fait à financer toutes les personnes qui ont répondu aux trois critères. S'il y a suffisamment de budget, ben voilà, il n'y a pas de question. S'il n'y a pas assez de budget, là, il y a les critères qui rentrent en jeu. Et les critères, ils sont, voilà, c'est public, hein, du coup, ils sont sur notre site internet. Vous pouvez aller les consulter. Et vous verrez que sur ces critères-là, en fait, il n'y a pas de surprise, hein, c'est toujours le niveau de qualification, voilà, les obligations, du coup, pour certains, de se reconvertir pour des raisons de santé. Il y a certains métiers prioritaires, il y a euh, Taille certaines d'entreprise, ouais. tailles d'entreprise, les cofinancements, enfin voilà, des choses assez classiques. En fait, je crois qu'il doit y en avoir 9 priorités, en fait.
Alors, il y a une question aussi concernant le lieu de la PAE. Le lieu de déroulement doit-il être identifié à la constitution du dossier? Est-ce exigé de l'indiquer? Je réponds vite fait à l'oral. Euh, non, c'est pas une obligation au moment du dépôt du dossier PTP d'avoir trouvé son lieu de stage qui s'effectuera pendant la formation, hein, bien entendu. Par contre, c'est vrai que si la personne elle a fait des démarches pour rechercher des stages, ça lui a permis de se mettre en contact avec des entreprises et après de développer un réseau et voilà, des contacts intéressants, ça, oui, il va falloir l'indiquer, il va falloir qu'elle le mette bien dans son argumentaire pour que du coup, la partie perspective d'emploi apparaisse plus illustrée et plus travaillée en fait, hein. Donc, c'est pas exigé de l'indiquer. Voilà. Et là-dessus, en fait, il n'y a rien d'obligatoire. À la limite, il y a quelqu'un qui peut, si quelqu'un il est éligible, il peut monter un dossier avec aucun élément dedans, mais c'est là, il n'a aucune chance en fait d'avoir accès à un financement parce qu'il sera C'est vrai. pas cohérent et les perspectives d'emploi ne sont pas avérées. Euh, donc c'est sur le travail sur le projet, en fait, c'est pas des éléments exigés en fait pour déposer une demande. C'est juste que si le projet n'est pas travaillé, en fait, le projet il sera pas financé. Mm. Mais il n'y a rien d'exigé en fait pour déposer une demande. Par contre, pour avoir un financement, Il y a beaucoup d'attendus. Ouais. Mm. euh, je j'enchaîne avec un autre dispositif que vous connaissez aussi qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. Pour rappel, hein, du coup, c'est ce qui permet aux salariés en fait qui ont 5 ans d'activité de démissionner pour entreprendre un projet de reconversion qui passe par soit la formation, soit la création d'entreprise. Donc on a à peu près le même volume en fait aujourd'hui de PTP que de d'émissions reconversion. Avec en fin d'année, là, on va arriver aux 1000 dossiers en fait examinés, avec un gros tiers en fait de projets de formation et puis les 2 tiers de projets de création d'entreprise. Euh, Après, c'est vrai que les projets de création d'entreprise, peut-être a priori comme ça, pourraient moins intéresser les organismes de formation, mais à vrai dire, il y a beaucoup d'actions de formation qui sont entreprises en amont des projets de création d'entreprise, notamment pour vérifier en fait que le projet il est viable. Donc, vous avez vu peut-être les stats hein, du CPF, du coup, je crois, le top 3 en fait, des actions de formation financées par le CPF, il y a les actions de préparation à des projets de création d'entreprise, en fait. Donc, c'est une vraie tendance, en fait, du coup, d'utiliser son CPF pour ça. Donc, sur les projets de formation, sur les projets de création d'entreprise, le taux d'acceptation, alors c'est vrai que le taux d'acceptation, là, c'est un peu maladroit, on aurait dû modifier ça. C'est le taux d'attestation, en fait. C'est le taux de Attestation. Mm. projet attesté. Eh ben, il est très, très élevé, en fait. On est à, ouais, à 85-92%. Et donc ça, c'est en premier passage. Après, souvent, ils ont la possibilité derrière, en fait, de passer sur une commission de recours. Et on arrive derrière à un quasi 100% en fait de projets pour lesquels on arrive à tester, puis les personnes derrière arrivent à mettre en œuvre leur projet de reconversion. Là, on est sur une typologie de public, c'est vrai, qui est peut-être un peu moins, un peu différente que sur le PTP, parce qu'avec une représentation peut-être du public cadre un peu plus élevée, en fait, enfin, on n'est pas du tout sur la même sociologie, en fait, de, du public, mais on voit aussi hein, des personnes qui se disent, ben voilà, le taux d'attestation, pardon, il est plus élevé, et donc euh, certains parfois se disent c'est plus facile, c'est plus rapide. Et donc après, c'est là aussi un peu l'intérêt peut-être de comparer les stats. Aujourd'hui, 70% en fait de taux d'acceptation sur un PTP, c'est parfois beaucoup plus sécurisant en fait pour les personnes de se tourner vers un PTP plus que vers un démission reconversion qui va pas forcément proposer les mêmes conditions. Vous savez que l'indemnisation Pôle emploi, c'est pas un maintien de salaire, quoi. Donc, parfois, on a un questionnement en fait sur pourquoi les personnes ont privilégié ce dispositif-là par rapport à un autre.
Et du coup, vous, en tant qu'organisme de formation, vous pouvez être sollicité sur ce dispositif-là, voilà, pour fournir un devis, un calendrier, etc., pour la personne qui veut passer par ce dispositif. Et parfois, on a des questionnements sur voilà, le fait qu'on vous demande un courrier, enfin en tout cas une attestation, un petit courrier disant que la personne, voilà, elle peut rentrer dans le cas d'un qualif emploi parce qu'elle doit, je dirais, donner les éléments rassurants sur le financement de sa formation, puisque nous, dans ce dispositif-là, on ne finance pas de coûts de formation. Donc voilà, il y a parfois des besoins d'avoir un petit courrier de votre part disant, voilà, monsieur Martin, voilà, qui demande cette formation-là, sous réserve qu'il soit éligible au processus qualif emploi, pourra on lui gardera une place ou on lui réservera une place sous réserve qu'il soit bien demandeur d'emploi et qu'il ait bien tous les critères. Donc ça, c'est pour vous rassurer parce que des fois, il y a des appels d'organismes de formation qui disent, mais je peux pas prévoir ça, ou voilà, c'est pas, la personne n'est pas encore demandeur d'emploi. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer d'avoir une garantie un petit peu du financement qui sera potentiellement mis en place derrière pour que nous, on puisse attester. Donc, je réponds à une question, l'attestation. Nous, c'est la commission paritaire chez nous qui étudie les demandes de démission reconversion tous les mois et qui donne une attestation comme quoi le projet est réel et sérieux. Attestation papier que la personne peut, voilà, va imprimer et qu'elle aura avec elle quand elle ira s'inscrire à Pôle emploi, une fois qu'elle aura démissionné, qu'elle ira s'inscrire à Pôle emploi et du coup, elle aura accès aux allocations retour à l'emploi de Pôle emploi. Le mot attestation. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des demandes en fait, de salariés sur ce dispositif-là et que ça vous paraît un peu incongru, c'est pas clair, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous parce que c'est vrai que euh, dans le discours que peuvent avoir les salariés, parfois c'est pas toujours très clair. Donc euh, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous sur ce dispositif-là, on peut être appui. Euh, Après, je ne sais pas s'il y avait une autre question. Il y avait une autre question, un délai de saisie de dossier. Ouais, alors là, en fait, c'est que le dossier d'émission reconversion, lorsqu'il est déposé sur la plateforme, en fait, nous, légalement, on a 2 mois pour donner une attestation ou pas, hein, pour l'étudier en commission. Il y a 2 mois pour donner une réponse. Donc après, la formation, si elle démarre, en fait, il faut raisonner en fait logiquement, et ça, ils vont le voir avec leurs conseillers en évolution professionnelle, puisqu'ils sont obligatoirement accompagnés, c'est d'avoir un rétro-planning pour voilà, se dire, je dépose mon dossier sur la plateforme là, le temps qu'on me réponde. Après, le temps que je démissionne, parce qu'il y a aussi ça, et que j'aille m'inscrire à Pôle emploi, bah, après, la formation peut démarrer. Donc, c'est sûr que on va pas être sur les mêmes délais que le BTP. Et c'est en fait chaque situation individuelle va conditionner en fait un petit peu le délai de dépôt du dossier. Mais nous, on ne pourra pas passer forcément le dossier d'émission reconversion en commission le mois où il est arrivé. Il y a des mois où on a plus de 200 dossiers. Voilà, l'été, on en a eu plus de 200 par commission. La personne, elle n'avait pas la réponse dans le mois où le dossier était déposé. Elle avait la réponse le mois suivant, puisque légalement, on a 2 mois pour lui répondre. Donc, par contre, pour les critères sur la démission reconversion, je vois qu'il y a une question sur les 5 années. Là, oui, c'est 5 années, mais on ne va pas rentrer dans les détails puisque c'est quelque chose qui est vu avec le simulateur de Pôle emploi. La personne, elle peut aller dessus et avec le conseiller en évolution professionnelle qui va l'aider justement à regarder s'il est éligible, hein. Donc, voilà. Et là, les dates de commission à Transition Pro, il y en a une tous les mois et 2 par mois en juillet et en août. Donc là, le calendrier 2024 n'a pas dû être déposé encore, je crois, sur enfin, sur le site internet, puisque c'est connu, hein, c'est diffusé. Vous l'avez, il est mis sur notre site internet. Vous pouvez y avoir accès quand vous voulez. Mais je crois que celui de 2024, Karim, n'a pas encore été déposé, il me semble, hein. Non. Non. Après, c'est vrai qu'il y a l'histoire du délai en fait de traitement là, fin, de traitement, de dépôt de dossier en amont de l'instruction et du passage en commission. Pour le projet de transition professionnelle, on indique un peu un délai conseillé de 3 mois avant. Pour le démission reconversion, on est sur un délai peut-être un peu plus court, mais c'est vrai que
dans l'absolu, c'est pas beaucoup plus court en fait, parce qu'il y a un mois d'écart, quoi. Oui. Donc, euh, dans la mesure où les personnes, elles ont de toute façon dû rencontrer un CEP en fait pour mobiliser le dispositif d'émission reconversion, elles ont dû de toute façon anticiper aussi un petit peu de délai. Et les CEP, on les mobilise pas, même si je pense qu'ils ont voilà, des obligations à recevoir un public en moins de 15 jours ou quelque chose comme ça. Je pense pas qu'on puisse forcément partout les mobiliser en moins de 15 jours. Je pense que parfois, il faut anticiper aussi un mois avant. Donc, dans tous les cas, en fait, les porteurs de projets qui souhaitent se diriger plutôt vers le démission reconversion parce que ça irait plus vite, je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus rapide. Mm. Donc, c'est un vrai questionnement. Et puis, donc là-dessus, même chose, n'hésitez pas à renvoyer les personnes vers nous si jamais voilà, vous avez des interrogations de la part de salariés là-dessus. Et puis, donc, nous là-dessus, on travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec les CEP pour faire au mieux en fonction des projets et puis des besoins des salariés. Ouais. Il y a juste une question sur l'attestation caractère réel et sérieux là, du projet. C'est bien ça qui fait foi pour ouvrir les droits à RE. Au moment où la personne va s'inscrire à Pôle emploi, le fait d'avoir cette attestation lui donne les droits à RE et bien sûr le calcul de ses droits et de voilà, est-ce qu'elle a bien travaillé 5 ans, etc. Parce qu'on ne va pas substituer nous à Pôle emploi, c'est bien eux qui décident. Et par contre, il y a un contrôle 6 mois après l'inscription à Pôle emploi. Et c'est là que Pôle emploi regardera si il est bien rentré en formation, formation pour laquelle il a démissionné, en fait, hein. Donc, c'est pas l'attestation d'entrée en formation qui lui ouvre les droits à l'RE, c'est l'attestation de caractère réel et sérieux. Et bien sûr, le maintien des droits à RE est soumis au fait qu'il ait mis en œuvre son projet 6 mois après son inscription. D'accord? Donc, voilà. Mais là, on déborde un petit peu du Oui. sujet. Mm. Et puis après, pour répondre juste à la dernière question, oui, en effet, c'est possible d'enchaîner après un PTP, de bénéficier du démission reconversion pour par exemple, un projet de création d'entreprise. C'est tout à fait possible, après avoir fait une formation, de créer son entreprise et de passer par le dispositif démission reconversion. Par contre, pour une action de formation, c'est un peu plus délicat en fait, parce que si c'est la même action de formation, c'est pas possible. Mm. On peut pas faire une année en PTP et puis les deux autres avec un. Donc après, au cas par cas, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce type de questionnement, parce que c'est vrai que sinon on va rentrer peut-être trop dans le détail et on va perdre de temps un peu sur le déroulé de la suite. Oui. On voulait rapidement vous faire un petit focus sur la FOAD. Donc je ne sais pas si vous voyez du coup mon diaporama en fait qui déroule là sur la FOAD. Euh, donc on sait que c'est aujourd'hui une modalité qui séduit la FOAD, hein, et nous on est aussi voilà, intéressés par le déploiement de cette nouvelle modalité. Donc après en plus avec voilà, les mois un peu de Covid, etc., on a vu que ça s'est voilà, bien passé voilà, la plupart du temps en fait, sur la continuité pédagogique qui a été un peu voilà, fait au forceps là, pendant le Covid et les confinements. Après, aujourd'hui, nous, en tant que financeurs, en plus, on est voilà, intéressés parce qu'on se dit que ben, voilà, cette modalité-là, c'est une vraie accessibilité supérieure en fait, pour des personnes en plus qui sont parfois isolées ou qui n'ont pas accès à beaucoup d'offres de formation, que ça donne accès à beaucoup plus de formations. Mais ça pose aussi, nous, un certain nombre de questions par rapport voilà, à l'isolement, par rapport aux compétences numériques, par rapport à la compréhension de ce que ça veut dire aussi en termes d'autonomie. Et donc, vous avez vu que sur notre demande de prise en charge là, du PTP, il y a un document qui permet de préciser un petit peu comment vous mettez en œuvre la FOAD. Donc après, moi, j'ai repris quand même rapidement le rappel du Code du travail qui dit que voilà, une action de formation, du coup, vous devez proposer une assistance technique et pédagogique, proposer bien sûr une information aux bénéficiaires sur les activités, et puis proposer aussi des évaluations tout au long du parcours. Donc après, nous, on a une annexe FOAD en fait qui est jointe au dossier, donc que vous devez compléter à chaque fois qu'il y a une action de formation à distance qui est proposée, synchrone ou asynchrone. Et donc
Ce document-là, en fait, nous, on a des attentes, en fait, vraiment sur ce que vous proposez à la fois comme information en amont sur les modalités, sur la présentation des outils. Donc ça, vous pouvez peut-être le joindre ou le repréciser du coup sur le bilan de positionnement qui est obligatoire et qui est joint à toutes les demandes de dossiers. Et puis après, sur cette annexe FOAD, vous pouvez préciser peut-être l'accompagnement qui est proposé tout au long du parcours et puis qu'est-ce que vous positionnez, vous, comme jalon, alors par rapport à des études de cas, par rapport à des bilans, par rapport à des évaluations en cours, par rapport à des travaux pratiques, etc. Et je voulais vous repréciser également, en fait, que parce qu'on a parfois le cas que le travail personnel non encadré, il logiquement n'est pas financé, en fait. Donc, parfois, on a des interrogations en fait sur la FOAD asynchrone. Est-ce qu'il y a possibilité quand même d'avoir un encadrement ou un support pédagogique, ou est-ce que c'est non encadré? Donc après, c'est pour ça que ce document de l'annexe, la FOAD, il est important de repréciser en fait pour vous quel est le support que vous pouvez proposer, même sur des formations FOAD asynchrone, quoi. OK? Et pour rappel, cette annexe-là, elle est sur la plateforme, hein. Tu me confirmes, Karim, dans l'espace des organismes, parce qu'on nous demande si on peut avoir si on peut fournir un modèle, mais vous l'avez dans la plateforme, dans les documents à joindre, à chaque fois que vous remplissez un volet organisme de formation sur un dossier PTP, en fait, hein. Mm. Et on va pouvoir vous la joindre peut-être Oui, si, oui. suite au webinaire, on va pouvoir vous la joindre avec le support. Mm. Il y a juste une question, et on va essayer d'y répondre. Est-ce qu'on peut évoquer la FEST? Est-ce que... La FEST, ce qui est un peu difficile avec la FEST aujourd'hui, c'est que on n'a jamais eu vraiment de demande qui dans cette modalité-là. Mais a priori, en fait, la FEST, ça veut dire que la personne, elle est en situation de formation en entreprise. Donc, c'est vrai que nous, après, est-ce que c'est considéré comme la formation? Donc, logiquement, ça serait l'action de formation, du coup, qui serait en entreprise, donc qui est considérée comme la formation théorique, pas du stage. Donc, aujourd'hui, j'ai clairement jamais, on n'a jamais, nous, expérimenté, en fait, cette modalité-là. Et, mais il n'y a aucun frein, en fait, aucun texte toujours qui l'interdit. Après, c'est voir comment ça rentre dans nos cadres et dans nos contraintes et comment on peut suivre, nous, derrière que l'action, elle est réalisée et que le salarié ne soit pas pénalisé derrière par un manque, du coup, de formalisme qui suit pas qui suit pas les règles et pour que derrière, le parcours aille jusqu'au bout. Et on a eu une fois une demande, je me souviens, moi, d'un organisme avec un questionnement. Nous, c'était sur l'accès à la certification. Parce que l'organisme n'était pas le certificateur et donc proposait derrière aux personnes de s'inscrire en candidat libre. Et donc, nous, on avait un certain questionnement sur la possibilité de ces salariés-là, en fait, de se déplacer, parce que l'organisme proposait un examen, en fait, mais qui était voilà, à l'autre bout de la France. Donc, pour des salariés bretons, on s'est dit, ouais, non, c'est peut-être pas très, très cohérent, en fait. Mais on n'a jamais financé, en fait, ce type de demande pour l'instant. Ça marche. Alors après, je vois qu'il y a un certain nombre de questions Oui, j'étais en train de répondre. sur l'espace, sur l'utilisation de l'espace, etc. Et donc après, Peut-être pas le lieu. Mm. mais même du coup pour le dossier, en fait, si jamais vous trouvez qu'il y a Mm. un moyen enfin, nécessité pour vous d'optimiser en fait le temps que vous complétez pour compléter les dossiers, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut voilà prendre un peu de temps avec vous pour essayer de vous éclairer et de vous faciliter la vie pour compléter les dossiers parce qu'on sait que ça peut être un peu fastidieux et que c'est parfois nécessaire en fait d'avoir un peu les astuces et dans quel sens on complète le dossier pour éviter
d'avoir à revenir en arrière et puis d'aller au plus efficace, quoi. Mmh. Mmh. Justement, par rapport à une chose un peu plus technique, on est sur, on voulait vous parler de l'administration du compte Athénet et des certificats de réalisation. Alors, vous avez peut-être eu des messages un petit peu d'erreur, courant du mois de novembre, mais ça s'est rectifié ensuite. En fait, on va avoir un petit changement là sur la plateforme à partir du 1er janvier 2024. En fait, seules les personnes, qui auront, dans leurs paramètres de leur compte utilisateur la petite coche, certificat de réalisation, pourront en fait certifier, la présence, des personnes en formation. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il va bien falloir paramétrer, chaque compte utilisateur. Je sais aussi que par habitude, certains organismes de formation, il y a un seul compte utilisateur et puis, les différents utilisateurs ont le même mot de passe et le même identifiant et se connectent en fonction de leurs besoins. Là, il va vraiment falloir, créer des utilisateurs par rapport aux différentes missions qu'ils ont. Donc j'ai une petite copie d'écran après. Donc quand vous êtes sur votre espace, organisme de formation, vous avez, le petit onglet à gauche là qu'on a entouré en rouge, utilisateur et donc une fois que celui-ci est activé, en fait, alors celui qui administre le compte, c'est bien ça la difficulté pour certains organismes, celui qui administre le compte va pouvoir créer différents utilisateurs en mettant, par exemple, monsieur Bertrand, monsieur Martin, monsieur David, enfin tout ce que vous voulez, tac, tac, tac et puis chacun a, ses autorisations en fait, hein. C'est le deuxième carré rouge, d'accord? Donc si je vais sur, la page d'après, voilà et donc imaginons que Karim, soit dans un organisme de formation, l'administrateur du compte va lui donner des droits, et en fait, il va cocher, en fait, ce pourquoi, il a les droits et en fait, pour avoir le droit de faire les certificats de réalisation à chaque fin de mois pour les stagiaires, il faudra avoir la dernière, coche de cocher. Donc, on attire votre attention là-dessus parce qu'à partir du 1er janvier 2024, les collaborateurs qui n'auront pas cette coche-là ou qui n'ont pas un espace, enfin un compte utilisateur, créé avec cette coche-là de mise, ne pourront pas avoir accès au certificat de réalisation à la fin du mois pour les stagiaires transition pro. Donc, ça, c'est important que vous l'ayez en tête et que vous puissiez, faire passer l'information, sachant que nous derrière, on est en back office avec Karim pour, justement vous aider là-dessus, hein, s'il y a un souci. Mais on voulait vraiment vous alerter là-dessus parce que c'est un changement dans la plateforme, et c'est sur toutes les plateformes de toutes les transitions pro, hein. Karim, tu me confirmes? Oui. Puisque c'est quelque chose de national, où il y a eu, voilà, il y a eu des c'est toujours pareil, hein, il y a eu des erreurs, donc en corrigeant les erreurs, ben, on resserre les droits, des utilisateurs pour éviter que les erreurs ne se reproduisent, hein, si je caricature ainsi. Donc voilà, vraiment ça, soyez vigilants là-dessus parce que ça peut avoir un impact pour vous en termes de, voilà, de perte de temps pour comprendre pourquoi, la plateforme ne veut pas et ça peut avoir aussi un impact sur les salariés pour lesquels plus vous tardez à remplir le certificat de réalisation, plus, l'employeur va tarder lui peut-être à verser le salaire ou en tout cas nous, on va tarder après derrière à rembourser le salaire à l'employeur ou à verser le salaire aux gens qui sont en CDD, intérim ou intermittents. Donc financièrement, ça peut avoir un impact, Et même pour important. vous, du coup? Même pour vous, ça Oui, peut avoir un bah impact parce oui, que vous ne parce serez que pas la payé s'il y a facturation ouais. serez pas payé s'il y a pas le certificat de réalisation. Mmh. Ouais, donc voilà, on voulait vous passer ce message-là pour que vous soyez vigilants à ça et que vraiment pour chaque utilisateur, bah, il y ait un compte de créer avec ses droits, chacun ses droits, quoi. Bon. Après
on l'a pas redit, mais Karim et moi, on a, des organismes de formation en référent, donc on est aussi à votre disposition pour que vous puissiez, nous contacter. Voilà, pour que voilà, on le fait en visio ensemble, on prend et on vous explique où est-ce qu'il faut cocher si vraiment il y a un blocage. Mais là, c'est assez simple, hein, l'administrateur, il crée des utilisateurs et en fonction des besoins de la structure, bah, chaque utilisateur a les droits qu'il faut pour faire son travail à chaque fois sur le dossier. Et si ça amène des questions, bon, ça a l'air d'aller. Ok. Euh, Rapidement, du coup, quelques attentes du coup sur, mais c'est lié du coup à des observations, des choses qu'on a pu observer en fait sur les derniers mois. On a pu observer sur les quelques derniers mois en fait que certains dossiers étaient se positionnaient en fait à la fois sur une certification, mais en rajoutant un bloc par exemple d'une autre certification. Et on voulait vous rappeler que ça, c'est pas possible, en fait, c'est pas éligible. Que un PTP, c'est une seule certification d'un RNCP ou alors un bloc d'un seul RNCP ou plusieurs blocs d'un seul RNCP, en fait, mais c'est pas possible de viser plusieurs certifications ou une certification plus un bloc d'un autre RNCP. Mmh. Et Donc là, pour et illustrer, par exemple, j'avais pris là le titre assistant aux ressources humaines avec voilà, c'est vrai qu'on a eu quelques demandes, nous, avec voilà, un bloc du gestionnaire de paie dedans, parce que c'est une demande qui est souvent un peu aussi issue des entreprises, en fait, qui souhaitent avoir des personnes un peu polyvalentes. Mais aujourd'hui, nous, dans le cadre du PTP, c'est pas possible, ça. Parce que c'est bien deux RNCP différents, gestionnaire de paie et ARH. Donc, nous, type de dossier-là, il peut même pas passer en commission, en fait. mmh, je compléterai aussi, on a eu des cas de figure aussi où, pour le bien de la personne, là-dessus, on n'en a pas de doute, il avait été rajouté, à un RNCP, enfin, une formation entière, un module, de remise à niveau. Heu, Là, c'est pareil, c'est pas possible, et on vous rappelle aussi que, il y a aussi la possibilité pour la personne, si elle a besoin d'une remise à niveau, alors sur des remises à niveau des compétences de base, ça peut être le CLEA qu'elle peut utiliser avec son CPF, voilà, en préalable, hein, et ça se fait très bien. On a de plus en plus de de parcours comme ça, où il y a des remises à niveau, financées par le CPF autonome de la personne au préalable et puis ensuite une demande de PTP sur la formation qui permet d'atteindre le métier visé. Donc voilà, ça non plus, c'est pas possible. Et on vous le redit parce qu'on a parfois ces cas de figure-là et c'est compliqué. Parce que bah, du coup, ça remet en cause des fois le projet parce que la personne, bah, elle n'avait pas anticipé le fait que c'était pas possible pendant le PTP de faire sa remise à niveau. Si la remise à niveau est une exigence au préalable de l'entrée en formation, bah, ça veut dire que la personne, elle n'a pas les prérequis pour rentrer. Donc, l'idée, si elle a besoin d'une remise à niveau, elle doit la faire avant pour pouvoir rentrer en formation sous le cadre d'un PTP. Donc, Voilà, oui, il y a deux vas-y. questions là sur notamment voilà, un titre pro plus KCS, est-ce possible? Ben non, c'est pas possible du coup. Euh, donc voilà, par exemple pour les conducteurs routiers plus un KCS, par exemple, c'est pas possible. Ou même une formation en bâtiment plus un KCS, c'est pas possible. Et c'est là aussi où on se pose parfois un peu la question de bah, comment les personnes elles peuvent faire une ingénierie un peu de parcours pour malgré tout avoir la totalité en fait des compétences attendues par les employeurs, sachant que nous, on peut financer que une certification, mais que les employeurs en attendent peut-être deux. Et bah là, c'est un peu l'éternel sujet, hein, du coup, d'anticiper, et puis de peut-être de, hum, d'anticiper aussi avec le compte personnel de formation, en fait, des actions de formation qui peuvent se réaliser en aval, enfin, En après amont. le PTP, Oui, après aussi, le oui. PTP ou en Mm, amont. mm. Mais Et ça peut être aussi. Alors, tout dépend. Euh,
votre, enfin, tout dépend comment vous allez envisager ça aussi avec la personne et si elle a un conseiller en évolution professionnelle, voilà, ça peut être aussi travailler en, je dirais en parallèle, en même temps, pardon, j'arrive pas à trouver mon mot. Parce que du coup, j'ai une question là. Et si l'OF propose une remise à niveau gratuite en amont de la formation non obligatoire, bah là, alors, la remise à niveau gratuite en amont de la formation non obligatoire, enfin, à mon sens, tu vas me dire, Karim, si tu es d'accord, mais pour moi, elle n'apparaît pas dans le PTP. Elle n'apparaît pas dans le planning. Là où ça pose Euh, question pour nous, c'est quand il y a une prise en charge, en fait. ouais, C'est quand il y a une prise en charge, que c'est à la fois sur des frais pédagogiques ou sur du temps de prise en charge de salaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on a un œil assez aiguisé maintenant sur les durées, sur des parcours. Et quand il y a un écart significatif, alors significatif, c'est pas 1 heure ou deux, c'est pas 7 heures, c'est pas 10 heures, mais quand on a 20, 30 heures, 40 heures d'écart, on essaye de savoir ouais. pourquoi, de comprendre pourquoi. Mm, Et quand on regarde dans le programme et qu'on voit qu'il y a des remises à niveau, ben, on se dit, bah là, non, c'est pas possible, en fait. ouais. Et il y a une question là, peut-on ajouter du contenu sans mentionner la certification? Bah, du coup, comme on a notre outil de comparaison avec d'autres financements déjà faits sur la même formation, on risque de le voir quand même, hein. Donc, c'est ce qu'on précisait tout à l'heure, hein, ça va se voir. Donc, voilà, vous avez des référentiels, il y a des référentiels et du coup, voilà, on s'appuie là-dessus, hein. Donc, euh, et Après, j'ai envie de vous dire, du coup, c'est vrai que sur chaque projet individuel, il y a parfois des interrogations. Bah, je vais prendre un peu l'exemple typique, c'est voilà, les conducteurs routiers qui disent, voilà, je veux passer le permis, et en fait, ben, ils passent plutôt par un titre pro porteur au départ parce que ça permet d'avoir l'AFIMO et le permis. Mais on sait derrière que c'est le permis super lourd en fait qu'il faut pour accéder plus facilement à l'emploi. Donc c'est encore une formation après. Nous, on finance la première marche. Par contre, il n'est pas du tout interdit d'essayer d'identifier quelles sont les pistes de financement après un PTP. Et c'est là tout l'intérêt de travailler en amont avec un CEP qui va pouvoir un peu anticiper le parcours du salarié et le renseigner sur quelles sont les pistes derrière un PTP pour demander un financement. Ben voilà, comment on mobilise un contrat pro, comment on mobilise un employeur. En fait, aujourd'hui, il y a certaines agences d'intérim qui peuvent financer, par exemple. Donc, c'est vrai que sur chaque projet, il va y avoir de manière un peu individuelle, je pense, des possibilités de mobiliser des financements, mais là-dessus, ça nécessite, je pense, un accompagnement. Et c'est très complexe pour les salariés, et puis je pense aussi pour vous, en fait, d'avoir forcément la visibilité de tous les financements. Donc, mm, n'hésitez pas à revenir vers nous, et puis après, nous, on pourra aussi vous orienter vers d'autres, du coup, si jamais, voilà, on n'a pas forcément les réponses, mais qu'elles sont mobilisables auprès de partenaires, quoi. ouais, juste une question technique, je ne sais pas si tu l'as vu, si CACES ou habilitation est inclus dans le référentiel d'examen, est-ce possible? Faut-il prévoir un exemple d'utiliser le Alors, CPF en amont de la formation? j'ai pas en tête, du coup, moi, le référentiel d'examen qui contient un CACES, mais Mm, si c'est le cas, oui, bah après, ça fait partie de la certification, donc il n'y a aucun problème. ouais. Et on a une autre question intéressante, parce que du coup, ça concerne forcément beaucoup d'entre vous à un moment dans l'année. Là, que se passe-t-il si le RNCP est en attente de renouvellement auprès de France Compétences? Donc là, c'est l'exemple du TP routier renouvelé au Oui, 19 janvier. Mm. bah là, en fait, comme vous savez, aujourd'hui, quand vous démarrez, quand vous complétez un dossier et que on vous demande de renseigner le code RNCP, et donc notre plateforme, la Athénet, elle est reliée du coup au site de France Compétences. Et quand vous rentrez un code RNCP avec une date de démarrage de formation, bah là, au 20 janvier, et ben, si vous rentrez le 1884 là et qu'on vous dit démarrage 20 janvier, et ben là, il va vous alerter, en fait, la plateforme va vous alerter sur attention, le 1884 là, RNCP, transport, enfin, porteur, il est plus éligible au moment du démarrage de formation parce que RNCP périmé, quoi. Donc aujourd'hui, nous, c'est pas un blocage quand vous allez constituer votre dossier, il y a juste une alerte, d'accord?
mais ça va forcément pour nous être un blocage quand on va l'instruire. Parce qu'on ne va pas pouvoir financer, nous, un dossier pour lequel le RNCP est plus valide au moment du démarrage de la formation. Donc on va être obligé d'attendre le renouvellement. Et le renouvellement, si c'est un peu obscur quand est-ce que le renouvellement va avoir lieu, ben, on va attendre jusque peut-être parfois devoir dire aux salariés, ben, en fait, désolé, on ne peut plus traiter votre demande et le renouvellement n'ayant pas eu lieu, ben là, faudra revenir nous voir avec un RNCP valide au moment du démarrage du dossier. J'espère que pour le transport, pour le TP porteur, là, ce ne sera pas le cas et qu'on va avoir le renouvellement au courant décembre. Pour les passer en Mais décembre, ouais. par exemple, et là, hier, j'ai eu le cas d'un salarié en fait, là, qui souhaitait démarrer une formation début février pour le TP porteur. Et l'organisme était un peu embêté. Il m'a dit, bah voilà comment on fait. Donc après, bien sûr, il faut prévenir les salariés qu'il y a une prise de risque, voilà, quand c'est comme ça et que bah, malheureusement, c'est ni de notre fait, ni de votre fait. C'est un peu le systémique. Et malheureusement, on peut pas accélérer. Nous, on n'a aucun levier en fait pour que ce renouvellement il ait lieu plus rapidement en fait, et vous non plus. Donc, on subit un peu le système. Donc après, là, pour quelques projets en fait, où il y aurait vraiment un risque, à mon avis, vraiment très important de les prévenir et de leur dire peut-être que voilà, c'est intéressant là, de reporter le projet ou alors de se dire, bah là, je dépose, mais avec voilà, une prise de risque, mais qui est connue et entendue par les salariés, quoi. Je vois le temps qui file et Oui, encore d'autres sujets du coup à aborder. Euh, oui, là, donc c'est là, la... Oui, vas-y. oui, la liste des habilitations. Aujourd'hui, France Compétences nous demande systématiquement en fait, de vérifier que pour une certification visée, vous figurez bien sur la liste des organismes habilités. Alors, toutes les certifications n'ont pas forcément en fait, des organismes, une liste d'organismes habilités, mais par exemple, pour beaucoup des titres pro, en fait, du ministère du Travail, il y a une liste d'organismes habilités. Et si vous n'êtes pas référencé sur cette liste, il est fort probable qu'on revienne vers vous et qu'on vous demande voilà, comment ça se fait que vous n'êtes pas référencé sur cette liste, et qu'on vous demande des éléments pour justifier de votre habilitation. Donc aujourd'hui, enfin, voilà, on voulait vous informer sur sur cette règle parce que c'est pour nous un frein qui peut être mis un peu à l'instruction du dossier parce qu'on attend, vous, un document qui justifie de votre habilitation. Vous, souvent, ça dépend pas, si vous êtes établissement, ça dépend pas forcément de vous, ça va dépendre du siège, etc. Et puis ça peut être aussi un peu long. Euh, Donc, si vous avez les éléments, n'hésitez pas peut-être à nous les joindre dans les dossiers directement, en fait. Oui. Et juste une petite remarque, voilà, sur les agréments des titres pro qui portent sur l'habilitation à certifier, mais pas forcément à former. Donc voilà. Mais bon, on va pas détailler ça. Par contre, j'ai une autre question derrière sur repréciser la durée de la période de stage en entreprise. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Dès lors qu'il n'y a pas de durée de stage en entreprise inscrite dans le référentiel de la formation, on va appliquer la règle des 30%, c'est-à-dire on prend 30% de la durée théorique. Donc, s'il y a 500 heures théoriques, on va faire 30% de 500, ça va faire 150 heures. Et ça sera ça qu'on va prendre en charge sur la durée de stage. Donc, pour la formation, ben, on prendra 500 heures théoriques plus 150 heures de stage parce qu'il n'y a pas de volume horaire de stage indiqué dans le référentiel. Si le référentiel indique un volume horaire de stage, on va le prendre en totalité. Si dans le référentiel, on dit qu'il faut 600 heures de stage pour 700 heures de théorie, je dis n'importe quoi, eh ben, on va prendre les 600 heures de stage parce qu'ils sont écrits dans le référentiel. Voilà. Donc la règle des 30%, elle s'applique que Enregistré.
Voilà, Pour ouais, illustrer, c'est vas-y. les aides-soignantes, par exemple. Les aides-soignantes, il doit y avoir 750 heures de stage en fait dans le référentiel du DE. Et ben, on prend en charge l'intégralité du parcours de stage en fait. Mm. Euh, Sur un titre pro où il n'y a pas d'heures de stage de prévu, si vous proposez vous 500 heures de stage dans le parcours parce que c'est ce qui vous semble cohérent, et là nous on n'a aucun jugement là-dessus, simplement on va devoir plafonner à 30% du temps théorique, et à ce moment-là nous ça pose la question de savoir est-ce que le salarié il a mesuré qu'il y a toute une partie qui ne sera pas prise en charge et comment il fait pour compenser. Si c'est le cas et que c'est bien compris et puis qu'il y a moyen de compenser, ben, tant mieux. Si c'est pas le cas, ça nous pose question après sur des risques d'abandon. Voilà. Mm. On a des cas de figure, voilà, je prends le BPGEPS, voilà, c'est le cas typique où il y a de la théorie, mais il n'y a pas le volume d'heures de stage d'indiqué dans le référentiel. Et bien souvent, on a des propositions de parcours à 900 heures de stage. Et voilà, j'ai eu en cas de figure deux exemples où la personne, il lui restait 568 heures de stage en entreprise à sa charge. Donc, parce qu'on appliquait cette règle-là. Donc, voilà. Tout dépend comment la personne, oui, l'anticipe, comment est-ce elle est informée et comment elle va pouvoir assurer ou pas financièrement ce delta-là. Donc, alors, j'ai une autre question technique, je ne sais pas si tu l'as vu, Karim, je ne Ah sais non, pas. Je sais pas si on aura le temps d'y répondre. Pour le RNCP, traitez-vous différemment les diplômes d'État pour le renouvellement? Par exemple, les diplômes de ministère BPREA sont inscrits d'office à France Compétences et se renouvellent tout aussi d'office. Je sais pas si ça te parle. le renouvellement d'office, mais quand c'est des titres du ministère du Travail, c'est pareil. Oui, Nous, on a beau appeler les organismes et qui nous, bah, forcément, c'est le ministère qui fait les demandes. Mais aujourd'hui, nous, France Compétences nous dit, si vous n'avez pas un RNCP valide, vous ne pouvez pas accepter une prise en charge. mm, Donc nous, on est obligé d'attendre en fait. Donc c'est à la fois pour vous et pour les salariés, c'est complexe parce que même si on sait que ça sera renouvelé, et là par exemple pour illustrer tout à l'heure le titre pro porteur, là, on sait qu'il sera renouvelé, il n'y a aucun doute, mais ben, tant qu'il n'est pas renouvelé, en fait, on ne peut pas l'accepter en commission. ouais. Voilà. Donc c'est forcément un frein pour vous et surtout pour les salariés, en fait. Il y a juste une petite question sur la période de stage. Prise en charge de frais de déplacement, restauration prévus. Oui, on a ce qu'on appelait les frais annexes dans les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est ça, c'est une indemnité journalière qu'on verse directement au salarié en fonction bah, voilà, d'un différentiel de kilomètres qu'il est obligé de faire pour aller au lieu de formation ou de stage par rapport à son lieu de travail. Et c'est aussi donné pendant le stage en entreprise. Mm. Oui. Donc, Du coup, je vois le temps qui ouais, on accélère, donc avance. on avance. Euh, Alors, le bilan de Petit rappel sur le positionnement. bilan de positionnement. C'est toi, Mm. Sandra, là? Ouais, c'est moi. Juste parce que là, on est tous au clair sur le fait que le bilan de positionnement, ça répond à une obligation réglementaire. Voilà. La difficulté qu'on a dans les bilans de positionnement que vous pouvez être amené à faire, c'est que parfois, vous savez, le bilan de positionnement, c'est un fichier Excel où il y a ce qui concerne voilà, les compétences développées dans la formation. Est-ce que la personne les a, oui ou non? Et est-ce qu'on lui donne le parcours entier, oui ou non? L'important pour nous, ça va être aussi l'argumentaire qui est en bas de ce positionnement, c'est-à-dire où est-ce que, alors pas où est-ce que, si la personne a une réduction de parcours, pourquoi? Si elle n'en a pas, pourquoi? Et est-ce qu'elle a, ce qu'on disait tout à l'heure pour la formation à distance, est-ce que vous avez regardé avec elle
ben voilà, toutes les notions, liées au fait de pouvoir assumer la formation à distance et être à l'aise avec ça. On est bien sur les acquis du salarié et proposer un parcours de formation individualisé et adapté. On a parfois des bilans de positionnement où il y a rien dans l'argumentaire. Alors, vous nous dites: «Bah oui, c'est par décret, on ne peut pas faire de réduction de parcours s'il y a pas tel et tel diplôme». Ça s'écrit aussi, hein, ça peut être une formule copier-coller, là-dessus, il y a pas de souci pour des réductions de parcours. Par contre, nous mettre un argumentaire sur la motivation de la personne et le travail de son projet, ça va nous éclairer, surtout si la personne n'a pas écrit grand-chose dans sa partie, mais ça relève pas vraiment du bilan de positionnement. Nous, l'argumentaire, il doit être lié à, beh, justement, si la personne a besoin La d'une remise à proposition de niveau, voilà, parcours. ouais. Mmh. La personne, elle a besoin d'une remise à niveau préalable, bah, ça doit apparaître là. Vous avez, voilà, perçu, dans votre positionnement qu'il pouvait y avoir besoin d'un renforcement sur telle et telle chose, ça doit apparaître là. Ou parce qu'elle maîtrise telle et telle chose, ça va apparaître là aussi. Donc vraiment l'argumentaire là, je pense qu'il y a un travail, hem, important à faire là-dessus pour que nous, on ne se pose pas de questions et qu'en commission, nos administrateurs ne se posent pas de questions justement sur la capacité après de la personne à être à l'aise, enfin à l'aise, à suivre, faire le parcours que vous lui avez préconisé. Je ne sais pas si je suis Bah, claire? aujourd'hui, la commission, en fait, quand le bilan de positionnement, il n'est pas suffisamment, précis, c'est aujourd'hui un motif de refus, en fait. Et donc la commission, parfois, refuse parce que le bilan de positionnement est imprécis, puis on ne comprend pas et on a des doutes parce que, la proposition pourrait, peut-être être individualisée, mais il y a aucun argument, aucun élément qui permet d'expliquer le parcours, donc la commission refuse. Mmh. Donc c'est pour ça que aussi, pour éviter les, malentendus il est vraiment nécessaire d'expliquer, en fait. Parce que souvent, c'est quelque chose que vous avez pu évaluer, en fait, en fonction des profils des candidats et puis mais que voilà, on a besoin, nous, qu'il soit explicité, en fait, dans la partie argumentaire, là, du bilan de positionnement. Mmh. Tout à fait. Ensuite, quelques rapides actus, parce qu'on Il y en on a qu'une. oui. C'est juste, c'est juste que, vous avez peut-être vu qu'on organisait, les trophées de la reconversion en région. Donc c'était des trophées nationaux et on a le privilège du coup d'avoir eu un lauréat national, Bruno Aubard, en fait, qui a suivi une formation, alors l'intitulé exact de la formation, je me souviens plus, mais qui a créé son entreprise, en fait, dans l'installation. Alors il a fait une formation électricité et domotique. C'est Il ça. était il était infirmier à la base, formation électricité et domotique, donc après 50 ans, hein, et après il a fait une démission reconversion pour créer son entreprise, donc où il installe, il fait de l'électricité, dans les maisons et tout ça, et puis il a visé une niche aussi d'installation, des personnes, qui sont obligées d'être hospitalisées à domicile et cetera, avec de la domotique pour les aider au quotidien. Voilà. Voilà, bon, ça c'est juste, pour se faire un peu d'auto-assurance, hein. Oui, beau Rapidement du parcours. coup, par contre là, une actualité intéressante. Alors après c'est un peu ça va être un peu frustrant parce qu'on a quelques infos, mais on n'a pas toutes les infos. Il y a 2 nouveaux dispositifs, hein, dans le prolongement, voilà, de la loi retraite là, 2 mesures qui vont favoriser des projets de reconversion professionnelle pour des personnes, du coup exposées à des risques. Donc vous avez peut-être entendu parler du C2P, alors qui était avant le compte prévention pénibilité, mais maintenant qui s'appelle compte professionnel de prévention. Et puis, un autre dispositif qui va s'appeler le FIPU. Alors, Ouais, très rapidement, hein, pour vous ouais. présenter le compte de professionnel de prévention, donc c'est chacun des salariés aujourd'hui a un compte personnel de formation et les salariés concernés par certains risques professionnels, je ne vais pas rentrer dans le détail du coup, ont un compte professionnel de prévention. Donc ce compte professionnel de prévention, il donne accès à des points. Ces points qui peuvent être transformés en euros et qui, bien sûr, après peuvent se transformer en financement pour financer des frais pédagogiques dans le cadre d'une action de formation. Donc c'est pas forcément
que pour des projets de reconversion, mais là, il y a la possibilité pour ces personnes-là, en fait, quand même, d'utiliser ce compte-là pour des projets de reconversion. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas mis là, mais du coup, il y a des possibilités pour ces personnes-là, bien sûr, de se faire accompagner, de se faire toujours accompagner par un CEP. Et ce congé de reconversion, là, en utilisant le compte professionnel de prévention, donc on attend bien sûr de décret d'application pour avoir un peu plus d'informations sur les modalités, mais ce sera vraiment un congé pris dans une entreprise, donc avec maintien des droits pour les salariés. Et donc ça sera instruit par Transition Pro Bretagne. On espère très rapidement avoir les décrets d'application, mais je vois difficilement avant, on pourra difficilement vous communiquer des éléments concrets avant, je pense, début 2024. Ouais. Et après, vous voyez sur le Pardon. volume de personnes en fait concernées au niveau national, il est assez réduit. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes en fait qui ont un compte professionnel de prévention alimenté. Mmh. C'est pour ça il a été prévu un autre dispositif. Oui. Alors, que j'ai intitulé, parce qu'en fait, c'est le projet de transition professionnelle, mais c'est avec l'aide du FIPU. Donc c'est le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle. Donc en fait, pour des salariés qui seront soumis à certains risques professionnels, donc là, il y aura un travail des branches qui n'est pas encore fait pour déterminer ces métiers, hein, et ces risques professionnels qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a vus avant avec le compte prévention pénibilité. En fait, pour ces personnes qui n'ont pas de compte prévention de pénibilité, mais qui sont quand même soumis à certains risques professionnels, elles pourront voir pour monter un dossier de projet de transition professionnelle qui sera en partie ou en totalité financé avec l'aide du FIPU. Donc ça, c'est la commission AT-MP de la CPAM, hein, de l'assurance maladie, qui va faire une dotation à France Compétences. Donc on l'a noté là 200 millions d'euros par an, mais voilà, c'est pour toute la France, bien évidemment, euh, à France Compétences. Et on ne sait pas encore sous quelle forme, mais nous, voilà, Transition Pro Bretagne, il y aura un montage avec entre nous et un cofinancement employeur, d'accord? Sous réserve que la personne se reconvertisse vers un emploi non exposé à un risque professionnel. Donc là aussi, il y aura un travail aussi, je pense, de détermination de ces métiers. Donc on est aux prémices, hein, on n'a pas du tout les arrêtés d'application ni les détails. Et puis, bah, si voilà, il doit y avoir un travail des branches, ça veut dire que ça peut prendre un petit peu de temps avant que tout ça se mette en place quand même, hein. Mm. Donc c'est un peu du teasing parce qu'en fait, voilà, comme je vous dis, on a très peu d'éléments sur la mise en œuvre. Mais c'est quand même un sujet intéressant parce que ces profils-là, c'est pas toujours simple en fait de les orienter aujourd'hui vers un dispositif. Et donc, sachant que demain, il y aura des aides, des fonds spécifiquement pour ces publics-là, c'est parfois intéressant quand même d'avoir l'information. On n'hésitera pas, bien sûr, à revenir vers vous dès qu'on a beaucoup plus d'informations en fait, sur le sujet. Et ça fera peut-être l'objet d'un webinaire spécifique. Oui, certainement. Mm. Je crois qu'on a terminé notre diapo et on avait dit 11h30, on est là dans le timing. Si jamais vous avez des questions, ça peut être le moment de les poser. Merci, d'accord, merci. Bon, merci. On n'a pas Euh, pu répondre à tout, mais bon, il n'y a pas de souci. Mm. Après, bien sûr, du coup, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées en fait
Oui. Il y a une petite question quand même sur la VAE, je vais y répondre. Hem, donc la VAE, nous, le financement qu'on a fait là, toute l'année, normalement s'interrompt au 31 décembre 2023. Et l'idée, c'est que, il y a la plateforme France VAE qui a été mis en place et avec justement un processus, assez simplifié pour les personnes pour passer par cette plateforme et après, choisir un organisme architecte de parcours et après, pouvoir faire une demande de financement. Mais là, c'est pareil, on attend les décrets d'application, pour en avoir plus d'informations, sur ce qui se passera en 2024. Mais nous, c'est vrai que notre conseil d'administration, il a acté le financement des dossiers jusqu'à la prochaine commission, du 21 décembre. Donc, si vous en avez des dossiers en cours, voilà, vous pouvez les finaliser, voilà, jusqu'au 10 décembre, 8 décembre à peu près pour que ça passe en commission le 21. Mais, voilà, hein, donc, c'est ce qu'on peut vous dire sur la VAE. Il y a juste une autre question, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui. Ah, alors là, je vois qu'on a des questions très précises sur les 65 de financés en bac+2. Là, j'essaierai d'y répondre, hein, Agnès, Jeanne. J'essaierai d'y répondre plus précisément, mais là, j'ai pas le chiffre en tête. C'était quel niveau de diplôme envisagé? Est-ce qu'il est supérieur à 1200 heures? Voilà. Bah, après, clairement, du coup, par rapport aux chiffres, vous voyez, la moyenne, c'est 945 heures. Oui. Aujourd'hui, en plus, les formations de 1200 heures, en fait, elles sont moins prioritaires. Donc, très clairement, aujourd'hui, le parcours moyen, il est en dessous de 1200 heures. Tout à fait. Et les formations de plus de 1200 heures, en fait, dans la proportion des dossiers financés, pardon, elle est beaucoup moins importante parce qu'il n'y a plus ces priorités-là, en fait. Mmh. Et il Heu, y a aussi de la part de la commission un regard sur pourquoi cette certification-là et est-ce qu'il n'y en a pas une alternative qui serait peut-être moins longue. mmh. Alors ça, c'est vrai. Par contre, c'est un petit peu contrebalancé pour certains métiers. Je pense à aide-soignante où là, on est à 1 540 heures. Voilà, les dossiers comme ça, les diplômes d'État comme ça, un petit peu, voilà, déjà, pré-standardisés sur le volume, on voilà, pour certains métiers, mais comme c'est un métier en tension, aide-soignante, voilà, on est, sur cette double priorité-là. Par contre, je vois, il y a une remarque, en ce qui concerne les écoles d'aides-soignantes, nous n'avons pas toujours toutes les informations dans les meilleurs délais pour faire les dossiers en temps et en heure. Comment faire pour que le dossier ne soit pas rejeté? Alors, précision et j'avais fait un webinaire spécial sur les organismes de formation dans le secteur de la santé l'année dernière au mois d'avril, ce que je fais tous les ans en mars-avril, un webinaire où on insiste sur le fait que les dossiers sont à monter, heu, au niveau des candidats le plus vite possible. Même si le résultat de la sélection a lieu le 2 juillet, c'est pour que, on les ait nous en attente dans notre système informatique et que dès que les personnes sont admises, elles nous transfèrent, votre courrier d'admission et on peut mettre dans les tuyaux de la prochaine commission les dossiers aides-soignantes qui sont en attente. Donc rien n'empêche, et ça on l'a redit, ça fait 3 ans qu'on l'explique, que, les dossiers soient montés en avance en mars-avril. Le salarié fait son dossier en mars-avril et chez nous, il est en attente, du résultat de la sélection. Par contre, la difficulté des écoles à chaque fois, c'est de pouvoir remplir les dossiers parce que les plannings sont pas faits, pour le mois de septembre et que, voilà, il y a du coup, beaucoup de bilans de positionnement à faire. Donc, voilà, je suis pas tout à fait, en phase avec ce que vous dites sur le fait que, les informations, elles sont toujours les mêmes, c'est faire les dossiers aux personnes le plus rapidement possible et vous remplir votre volet des personnes le plus rapidement possible pour que le dossier soit mis en attente et puisse passer après en commission dès que l'admission est connue. Je ne sais pas, on t'a perdu Karim? Non, tu es toujours là? On t'avait perdu Karim. Là, tu as ton micro de coupé.
Pardon, j'ai une coupure. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Donc, on vous réadressera du coup le support Oui, avec l'annexe FOAD, en fait, un on peut exemple de joindre. l'annexe FOAD. Mm. Et puis, bien sûr, si jamais il y a des questionnements vraiment voilà, un peu particuliers, individuels, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, vous avez nos coordonnées logiquement. Et puis, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et puis, sinon, elles sont sur le support que je vais vous adresser. Oui. Mm. Bon, ben, merci à tous et à toutes. Bonne journée. Mm. Bonne journée à tous. À Oui, bientôt. merci. Au Au revoir. revoir. Merci Sandra. Salut. Merci Karim, à plus.